Je remercie aujourd'hui la Fondation Mohamed VI pour m'avoir invité à parler avec vous de la communication bienveillante. Alors, nous sommes dans le confinement depuis plusieurs semaines. C'est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ça peut provoquer un mal-être, une irritation et parfois une violence. Plus qu'à un moment prospère, nous devons faire attention aux actes violents que nous pouvons commettre. Je vous conseille de voir d'abord la vidéo « La communication, c'est quoi ?» avant de poursuivre celle-ci. On va d'abord se poser la question « Qu'est-ce que la communication violente ?» et voir est-ce que nous sommes dans ce schéma de violence sans s'en rendre compte. Je vais vous donner quelques éléments. Alors, quand nous donnons un ordre, quand nous exigeons, c'est une violence. Pourquoi? Parce que même si l'ordre est justifié, en fait, quand je donne un ordre à quelqu'un, à une personne, je ne lui laisse pas le loisir de se défendre, de proposer une autre alternative, de refuser. Alors, menacer, avertir est aussi une violence. Alors, par exemple, quand je dis à quelqu'un, si tu n'as pas 15 en mathématiques, ben tu ne partiras pas en vacances. Ben, c'est violent, parce que, admettons que cet enfant ait eu 14. Alors, on ne sait même pas quels sont les efforts qu'il a fait ou qu'il a déployés pour avoir ce 14. Mais, imaginons qu'il n'ait pas ce 14. Il a fait des efforts, il n'y arrive pas. Alors, si ce schéma se répète souvent, il va finir par croire que c'est un mauvais élève et le plus dangereux, c'est de croire qu'il est un mauvais enfant, une mauvaise personne. Il va commencer à se sentir nul parce qu'il ne répond pas à l'attente de l'autre. Et même si, par exemple, on formule la phrase positivement, c'est-à-dire, si tu as 14, je t'achèterai un vélo. Ben, ça aussi, c'est aussi violent que dans la première situation, parce que cette façon de communiquer montre que nous allons nier toutes les dimensions d'un être. Cet enfant n'est pas qu'un élève, il est beaucoup d'autres choses. Donc, il faut lui laisser la possibilité d'être peut-être moyen en mathématiques, mais peut-être bon en autre chose, dans d'autres matières, mais aussi dans sa façon de se mettre en relation. Il peut être artiste, etc. Alors, moraliser, donner des leçons est aussi une violence. Alors, conseiller, c'est violent. Donner une solution est aussi violent. On entend souvent dans les discussions, à ta place, je ferai ceci ou je ferai cela. Argumenter et convaincre logiquement est aussi une violence. Juger, critiquer, alors se vanter, se montrer accompli. Ensuite, donc, humilier, ridiculiser quelqu'un, c'est vraiment le diminuer complètement et ne pas lui laisser la possibilité de réagir. Interpréter, comparer sont des façons d'être violents. La consolation. Consoler quelqu'un, c'est un acte de violence. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je console quelqu'un, ce que je cherche à faire, c'est lui faire taire ses émotions. Ensuite, il y a la plaisanterie, il y a l'ironie, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Et souvent, quand la communication est difficile, il y a des personnes qui plaisantent beaucoup sur un avis de quelqu'un. Et quand ça énerve cette personne, ben, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais écoute, j'étais juste en train de rire. Mais non, rire, c'est... rire, plaisanter sur un avis est un acte déplaisant. Ce langage reflète que nous sommes convaincus que quelque chose ne va pas chez l'autre, parce qu'il se comporte d'une manière non attendue, ou bien que nous ne comprenons pas. Alors, la communication bienveillante, c'est quoi? La communication d'abord bienveillante, c'est une langue.
Suivant la langue utilisée, on pense d'une certaine manière. Les neurosciences ont montré, prouvé, que suivant la langue que nous utilisons, nous n'activons pas les mêmes zones de notre cerveau. Alors, maintenant on se pose la question, pourquoi adopter une nouvelle langue, cette nouvelle langue? En fait, cette nouvelle langue donne un mode de pensée et de parler qui stimule la compréhension et le respect mutuel. La communication bienveillante est l'expression qui provient du cœur et non de la tête. Alors, est-ce que c'est un laisser-faire? Est-ce que c'est un laxisme? Est-ce que c'est tout permettre? Eh bien, je dirais non. Et je dirais même pas du tout. Les règles que nous voulons mettre en place sont les mêmes. C'est la méthode qui diffère. La parole bienveillante remplace toute forme de violence. Alors, c'est une langue, on peut l'apprendre, ça demande du temps, mais ça vaut le coup parce qu'elle transforme nos chaînes de pensée. En fait, c'est une histoire de volonté et de patience. Alors, quand nous allons apprendre cette façon de parler ou cette nouvelle langue, est-ce que nous allons toujours être en paix? Non, bien sûr. Il y aura toujours des désaccords dans un groupe. Si nous pensons au groupe famille, il y aura toujours les stades de l'enfance qui seront vécus. Il y aura la crise d'adolescence. Mais nous allons nous acheminer vers une autonomie. L'avantage de cette langue, c'est qu'elle permet le respect de tous, mieux se connaître, et elle permet de gérer ses émotions. Dans cette approche, il est important d'être dans une bienveillance avec soi-même. C'est-à-dire que, c'est quoi la bienveillance avec soi-même? C'est prendre du temps pour soi. C'est profiter de plaisirs simples, comme se doucher avec délice, respirer profondément, cultiver des relations positives, se relaxer, méditer. Alors tout cela va augmenter notre énergie et va faire que nous allons être disponibles bienveillamment. Alors je vais vous donner un exemple de situation que nous allons analyser ensemble. C'est une situation que j'ai pris du livre de Gino intitulé La clé de la communication, que j'ai adapté en fait. Je l'ai adapté, je ne l'ai pas laissé tel quel. Alors, il s'agit de Rania et Fatine, qui sont deux cousines. Elles ont 12 ans et habitent la même ville et sont dans la même école. Elles ont l'habitude de passer leurs vacances d'été ensemble depuis plusieurs années. Une fois avec les parents de l'une, une fois avec les parents de l'autre. Elles se voient souvent durant l'année scolaire. Cette année, Fatine a passé les vacances avec les parents de Rania. À leur retour de vacances, les parents de Rania apprennent qu'ils doivent déménager dans une autre ville. Rania est très en colère et se met à pleurer. Alors, elle va parler avec sa maman, elle va dire à sa maman, donc, je vais être seule sans Fatine. La maman lui dit, ne t'en fais pas, tu trouveras une autre amie. Rania lui répond, je serai vraiment seule, maman. La mère lui répond, mais ça va, tu vas bien t'adapter, j'en suis certaine. Alors Rania lui dit, oh maman, et elle pleure plus fort, elle pleure. La maman répond, mais à 12 ans, tu es toujours une petite fille qui pleure. Alors Rania jeta un regard meurtrier à sa mère et s'enferma dans sa chambre. Qu'attendait Rania? Alors avant de répondre, nous allons analyser la situation. Rania est en colère contre sa mère, donc elle lui dit, je vais être seule sans Fatine. La maman lui dit, ne t'en fais pas, tu trouveras une autre amie. Alors là, qu'a dit la maman? En fait, elle est dans un jugement. En fait, c'est quoi le jugement? C'est qu'elle lui dit, cette situation n'est pas grave. Une amie remplace une autre amie. Et c'est pas ce que veut entendre Rania, parce qu'elle est dans une situation très douloureuse. Alors, je serai vraiment seule, dit Rania. Et la mère répond, ça va, tu vas bien t'adapter, j'en suis sûre. En fait, elle est en train de la consoler et elle lui donne une solution. Tu vas bien t'adapter, ça veut dire qu'en fait, c'est une solution. Puis c'est une consolation. Donc c'est comme si elle lui disait, mais tais-toi, ça va passer. Puis Rania dit, oh maman, et elle pleure plus fort.
La maman donc a dit, à 12 ans, tu es toujours une petite fille qui pleure. En fait, c'est un comportement critique, donc elle critique le comportement de sa fille, et ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas la douleur de sa fille. Alors, Rania jette un regard meurtrier, etc., et va dans sa chambre. En fait, qu'est-ce que cette situation a provoqué chez Rania? C'est la naissance d'une frustration. Alors, cette situation va faire qu'elle ne va pas faire confiance en sa mère. En fait, elle a le sentiment que sa mère ne la comprend pas. Alors, si ça se passe qu'une fois, c'est pas grave, mais si ce schéma se répète pour chaque douleur, elle finira inconsciemment par ne plus compter sur sa mère, et dans les cas difficiles, elle se tournera vers quelqu'un d'autre qui va la comprendre. Alors, nos phrases doivent être structurées d'une certaine façon. Cette langue comporte 4 composantes. Il y a l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Alors, on va revoir ça. L'observation, c'est-à-dire, c'est observer une situation sans jugement de valeur. Par exemple, quand je dis « Ce matin, quand tu as crié », je ne suis pas dans le jugement, c'est juste une constatation, c'est une observation. Maintenant, je passe au sentiment. Ici, il faut se centrer à l'intérieur de soi-même et vérifier comment on se sent. Je me suis sentie très fâchée, ou bien très humiliée, ou bien non respectée, etc. Ensuite, va venir le besoin. Le besoin, c'est mettre en relation émotion et besoin. Donc, au niveau de l'expression, parce que je veux être traité avec plus de respect. Et quelle est la demande? La demande, c'est dire ce qu'on attend que l'autre fasse ou dise pour un enrichissement mutuel. Donc, ici, je souhaite que même quand tu es en colère contre moi, quelle que soit la raison, tu me parles sans crier. En fait, ici, je reconnais la colère de l'autre. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est en colère, ça veut dire que je lui reconnais cette colère, mais j'attends à ce qu'il parle sans crier. Donc, je reprends la phrase. Ce matin, quand tu as crié, je me suis sentie très fâchée parce que je veux être traitée avec plus de respect. Je souhaite que même quand tu es en colère contre moi, quelle que soit la raison, tu parles sans crier. Voilà, c'est un exercice à faire et à reformuler et toujours être dans cette observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, alors pendant ce temps de confinement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez d'adopter cette façon de parler. C'est comme pour toutes les autres langues, on n'acquiert pas les choses du jour au lendemain, c'est-à-dire que si on se met à apprendre l'anglais ou l'allemand ou le russe ou peu importe n'importe quelle langue, dans un premier temps, on essaye de mémoriser. Il n'y a pas de fluidité verbale, on est toujours en train de chercher ces mots quand on veut parler. Ici, c'est pareil. Donc, exercez-vous, essayez de mettre en place cette méthode, puis je reviendrai dans une autre vidéo vous donner plus de renseignements sur cette méthode. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.